Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui, troisième analyse d'animation. Pour rappel, mon métier c'est animateur 3D et à travers ce format, j'essaye de vous transmettre ma passion pour l'animation et le savoir un peu plus technique qu'il peut y avoir autour. La dernière fois, on avait vu surtout de l'animation 2D, aujourd'hui on retourne sur de la 3D et on s'attaque à un film récent de chez Pixar. Pour ce troisième épisode, j'ai choisi Les Indestructibles 2 parce que je n'avais vu ce film qu'une seule fois à sa sortie et j'en gardais un très bon souvenir. Ce format d'analyse, c'est donc pour moi l'occasion de redécouvrir ce film en détail. Et on est parti avec une des premières scènes du film, qui reprend en fait tout de suite la suite du premier film avec l'attaque du démolisseur dans la ville. Donc ce que j'aime bien avec cette première scène déjà d'action, c'est que ils ont trouvé des ruses en fait pour nous remontrer un peu tous les pouvoirs de la famille, pour nous remettre dans le bain comme ça, on va voir une démonstration un peu de chaque personnage. Pour le personnage de Flèche, il y a déjà pas mal de choses à dire. Là on voit que quand il arrive très vite ici, ils ont fait bouger ce figurant ici, pour qu'on puisse bien voir où arrive Flèche. Donc Flèche c'est un personnage qui bien sûr va très vite, et donc faut réussir à, malgré sa vitesse, faire comprendre ses mouvements, les rendre bien lisibles à l'œil. Et donc il y a pas mal de principes à respecter pour faire ça. Par exemple là quand il va aller à gauche, on voit qu'il anticipe en se positionnant en arrière. On voit qu'il va se pencher sur ce pied-là, il va mettre son poids sur ce pied-là, voilà en arrière. Et ensuite il va aller très vite. Alors ce que j'aime bien c'est que quand il va très vite, par exemple ce figurant là, elle a les yeux portés sur lui, il va être là-bas qu'elle a encore les yeux portés ici. Et pareil pour elle. Et donc il est déjà arrivé lui que 1, 2, 3, 4 images. En 4 images, ça y est, les personnages ont compris qu'il a bougé et ils bougent leurs yeux. Et du coup, ils ont un bon retard bien marqué de plusieurs images et c'est assez marrant. Alors ensuite, quand il va partir, on voit que c'est sa tête en premier qui s'active. Sa tête va déjà se tourner dans la direction où il va. Il a encore toute sa pose est encore à peu près maintenue. Il y a son doigt qui montre encore le figurant ici. Et ensuite, c'est le corps qui va se mettre en action. Une autre astuce pour faire comprendre sa vitesse, c'est le caméraman qui n'arrive pas à suivre, c'est le grand classique. Voilà, la flèche est déjà presque à l'opposé du plan. Il est là-bas et le caméraman est en retard. Grosso modo, si on prend le centre du plan de la caméra, il est là. Donc pas du tout centré sur Flèche. Et donc voilà, Flèche va disparaître ici, et le caméraman est encore en train de bouger lentement pour essayer de voir où il est passé. Ensuite, il y a un petit enchaînement d'actions qui pour moi mène surtout en fait à montrer le pouvoir de Violette. Parce que voilà, donc là, Flèche vient de sauver une mamie d'une voiture qui tombait. La voiture, elle a fait de la fumée en tombant. Et en fait, ça va surtout servir à montrer l'invisibilité de Violette, parce que typiquement, le pouvoir de l'invisibilité, c'est un pouvoir qui est un peu dur à montrer au cinéma, parce que voilà, c'est justement, on n'a pas de visibilité en fait. Donc il faut réussir à trouver des astuces pour bien faire ressortir cette invisibilité. Et donc là, une ruse qui est trouvée, c'est par le cratère formé de la voiture qui est tombée, avec la fumée, hop, on va avoir la silhouette de Violette qui se détache, et donc ça va vraiment faire ressortir ce côté, elle est physiquement là, mais elle est invisible. Et ensuite, image par image, on peut voir comment ils font réapparaître Violette. Donc ils ont fait le choix de faire d'abord apparaître son visage. Ça s'explique surtout par le fait qu'en fait, un personnage, il est surtout reconnaissable par sa tête, par son visage, plus que par l'ensemble de son corps. Son corps est souvent, bien sûr, fait partie de son design, mais c'est quand même plutôt le visage qui est l'élément principal d'un personnage. Donc une fois qu'on a le visage de Violette, on sait quel personnage c'est, et donc elle va entièrement réapparaître et elle va rejoindre l'action. Ensuite, on a la démonstration de Monsieur Indestructible. J'aime bien aussi ce qu'ils ont choisi de faire parce qu'il va se coller le dos à une chenille qui est en mouvement. Il va subir tous les à-coups de cette grosse chenille qui progresse sur son dos et ça va donner lieu à plein de grosses déformations sur son corps. C'est assez marrant à voir image par image comme ça à quel point il se déforme et ça fait vraiment ressortir le côté il subit, il prend cher mais il résiste parce que voilà, c'est Monsieur Indestructible par définition. Faut souligner que c'est la même action qui se passe 2 ou 3 fois, il se prend 2 ou 3 fois des à-coups dans le dos, mais ils ont réussi à habiller ça différemment à chaque à-coup parce qu'en fait son expression va quand même être différente à chaque fois. Voilà, on voit que premier à-coup, il a la bouche ouverte un peu centrée sur son visage, puis ensuite il va souffler un peu, il va expirer la bouche vraiment plus en hauteur avec le visage tourné vers le haut. Ensuite il va repartir sur une bouche plus ouverte et qui cette fois descend plutôt vers la gauche. Donc ils habillent comme ça différemment chaque à-coup et c'est bien différent à chaque fois. Là voilà, il va serrer les dents et ensuite il va chuter sous la chenille. Alors c'est marrant parce qu'on voit que là quand il cut entre les deux plans, il passe d'une pose où il a les bras comme ça complètement vers le haut à une pose hop où il a encore les bras à l'horizontale presque et qui vont repartir vers le haut. Donc en fait ils ont rejoué 2 fois l'action en fait entre le cut. Ça c'est juste parce que l'action va vite et en fait il faut réussir à bien la rendre lisible. Donc ils ont répété plus ou moins la fin de l'action. Je pense pas que ça soit une autre animation. Je pense que c'est la même animation qu'ils ont répété sous un autre plan pour qu'on comprenne bien. Donc voilà, on voit que dès qu'il passe sous la chenille, tout de suite il y a la bosse qui se forme ici pour bien faire comprendre qu'il y a un corps étranger qui se trouve sous la chenille. Là pareil d'ailleurs, on voit qu'une fois que le soulèvement est évacué là-bas, donc là normalement Monsieur Indestructible est déjà complètement sorti. Quand on repasse à ce cut là, ils ont refait le soulèvement ici. Donc on nous remontre encore une fois la fin de l'action parce que c'est un plan qui va vite tout simplement. Donc faut bien rendre lisible malgré la vitesse. Et alors maintenant qu'on a eu la démonstration de sa résistance, on va avoir la démonstration de sa force. Il va lâcher là-haut. Hop,
il va attraper les 2 crans ici, et il va tirer de toutes ses forces en faisant basculer son poids vers l'arrière. Donc c'est encore une fois, c'est un bon choix de leur part d'avoir fait comme ça, parce que c'est assez visuel. On voit que la chenille, elle progresse inlassablement vers l'avant, et là en fait elle va en une frame, elle va se figer, là elle bouge plus, on voit sur ces 2 images, et ensuite il va la tirer vers l'arrière, alors bien sûr les autres chenilles continuent d'aller vers l'avant. Puis voilà, c'est vraiment clair parce qu'il s'attaque à un énorme engin, donc on se doute qu'il faut un peu de force pour réussir à stopper une chenille comme ça. Donc voilà, il va tirer, expression avec les dents serrées, la tête vraiment rentrée dans les épaules, et ses bras qui vont faire des petits tremblements comme ça pour vraiment qu'on comprenne qu'il y a de la force qui agit dans ses bras là. On descend et on voit qu'en fait c'est juste le sol qui peut pas supporter cette puissance. Et ouais, donc un bon plan pour montrer Monsieur Indestructible de retour à l'action. Et ensuite ça va être au tour de Elastigirl d'avoir sa petite scène aussi de démonstration. On voit déjà avec Elastigirl, ses déplacements sont bien marqués par des belles courbes bien en cloche, bien douces, bien arrondies, bien lisses. Elle fait pas des courbes carrées ou quoi, parce qu'il faut vraiment faire ressortir ce côté, c'est un élastique, c'est rond, c'est rebondissant, et puis ça fait comme ça des belles trajectoires vraiment bien visibles à l'œil. Image par image, on voit à quel point ça fait vraiment une belle courbe quoi. Donc là il y a un truc intéressant quand elle tend la main pour faire stop aux gens. Voilà, typiquement là on est en plein dans l'axe d'Elastigirl, elle est face à la caméra et elle a son bras tendu vers la caméra. Son bras, si on le regarde ici, il a une taille de bras normale entre guillemets, parce qu'en fait on voit pas qu'il est hyper étendu. Et pour faire comprendre qu'il est hyper étendu, c'est important d'avoir cette main qui va venir grossir quand on va s'approcher d'elle. Là elle fait presque 2 fois la taille d'Elastigirl à l'écran, et ça nous fait comprendre vraiment qu'elle est en raccourci, mais qu'elle est vraiment très très proche de la caméra comparée à Elastigirl qui est loin, et donc on comprend quand même cet étirement de bras alors qu'on est en raccourci de la caméra et que là le bras est plutôt de taille normale entre guillemets. Mais voilà, d'avoir cette main énorme à l'écran à côté d'une Elastigirl qui est plus petite que la main, c'est vraiment très visuel et on comprend vraiment ce qui se passe. Et voilà, quand on repasse sur ce plan, là on voit que le bras est quand même pas une taille normale. Et c'est intéressant de voir là quand on repasse image par image, ils ont pas fait un bras qui s'étend de manière toute droite, ils ont fait le choix que ça fasse quand même un petit zigzag pour qu'on comprenne que c'est une matière élastique, une matière flexible. Et donc voilà pour la démonstration d'Elastigirl qui je trouve fonctionne bien aussi. Alors après, la deuxième scène que j'ai choisie, c'est celle où ils arrivent à leur maison de luxe qu'on leur a offert. Bon, cette scène là je l'ai choisie parce qu'elle m'avait marqué en fait dans le film quand je l'avais vu. On sent que le design de la maison il a été réfléchi par des gens qui se sont vraiment posé la question qu'est-ce que je voudrais dans la maison de mes rêves en fait, quelles seraient les options qui vraiment seraient incroyables. Et après niveau animation il y a des trucs marrants à observer, c'est par exemple voilà Flèche qui est tout excité. Donc cet exemple là d'animation il est assez marrant parce que du coup Flèche est très très loin, il est tout petit dans l'écran, mais en fait on va quand même bien comprendre ce qu'il fait parce que il a des poses claires avec voilà les bras vraiment écartés bien en évidence, ses petites jambes qui trépignent sur le sol, et en fait même malgré le fait qu'il soit tout petit dans l'écran on le voit bien. Il y a aussi on voit la disposition des personnages, les 2 parents sont proches et Violette elle aurait pu se trouver ici à côté d'eux de manière normale, mais ils ont choisi exprès de faire un écart entre le père et Violette pour laisser voilà un vide qui permet de voir le petit Flèche au loin qui s'agite et qui fait des mouvements. Donc voilà une autre pose très claire, vraiment chaque membre est bien en évidence, bien en silhouette. Après il est ici, encore une fois les membres bien en silhouette, on le voit toujours. Ensuite il y a ce moment où il va s'essorer aussi parce qu'il est plein d'eau. Si on regarde image par image comment ça se passe, c'est assez marrant parce que son corps il reste entièrement dans sa position ici, et il y a sa tête qui vient faire sa vie toute seule un petit peu, qui vient se baisser d'un coup pour qu'il puisse s'essorer sa tête, et donc ensuite son corps va suivre, son corps va se baisser à son tour, il va faire des mouvements brusques avec son bassin, il y a tout son corps qui va bouger peu à peu, brusquement, qui va faire des vagues un peu. Ensuite il se tourne vers la commande parce qu'il va aller vers la commande, et ce mouvement c'est marrant comment ils ont fait ça aussi, c'est vraiment il fait un plongeon de footballeur pour aller vers la commande. Là vraiment il est censé s'écraser au sol dans cette position, mais en fait il va juste serpenter très vite vers la commande, et ça fonctionne bien quand on le regarde dans le mouvement à vitesse réelle ça fait ça, c'est vraiment une petite boule d'énergie et qui fait des petites trajectoires bondissantes comme ça, et ça marche quand même vachement bien. Là on voit que sa main est déjà tordue en mouvement, donc elle se lève en premier. Là on voit que son bras part en premier, tac, il est déjà tendu vers la télécommande, et ensuite tout son corps suit. Ah d'ailleurs c'est marrant parce que quand on voit le cut ici, il a pas encore saisi la télécommande, que sur le plan d'après, hop il l'a vraiment dans la main. Là on voit qu'il l'a pas dans la main, et puis hop cut il l'a dans la main. Limite un faux raccord. Mais soit. Et alors après il y a ce gag où il va jouer avec la télécommande, il va voir qu'en fait ils ont des piscines partout dans la maison, ils ont également des rideaux en cascade comme si ça ne suffisait pas. Donc voilà, Flèche va s'amuser avec tous les boutons, il va faire apparaître des trucs, et jusqu'à qu'il commence à faire des conneries, qui est les canapés qui tombent dans les piscines. Et ça j'aime bien ce passage, comment c'est montré avec les canapés qui se rencontrent et qui se font un peu broyer comme ça. C'est presque, on sent la souffrance des canapés quoi. Il y a ce coussin qui se lève presque comme un bras qui serait en train d'agoniser en mode ah arrête s'il te plaît. Comme quoi même des objets sans vie on peut quand même les animer et leur donner un semblant de vie un peu. Et donc il va arrêter de faire des conneries. Alors après il y a cette petite scène qui est très marrante aussi où Bob lit un livre à Jack et en fait il va s'endormir au fil de sa lecture, et c'est assez marrant comment ils ont fait comprendre ça. Donc déjà bon, le personnage est bien sûr les paupières ultra baissées, presque
presque close, donc on comprend qu'il est déjà très fatigué. Et c'est aussi bien marqué sur ses clignements des yeux, c'est-à-dire que quand il cligne des yeux, ses yeux vont rester fermés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images. Ses paupières vont rester en position fermée 7 images, ce qui est vraiment plus que la norme en fait quand on cligne des yeux normalement. Quand on anime un clignement des yeux en temps normal, une personne qui n'est pas fatiguée, on laisse les yeux en position close, juste 2 images quoi, pas plus. Il y a plusieurs positions des paupières pour amener ça, mais en tout cas la position complètement fermée, elle dure que 2 images. Et là pour Bob ça dure 7 images, donc on comprend qu'il est vraiment très fatigué. Et donc ensuite il va vraiment complètement s'endormir. On voit qu'il y a le livre dans ses mains qui chute en même temps qu'il s'endort. Et ce qui est marrant à voir, c'est comment le bébé va réagir pour avoir la suite de son histoire. On voit d'abord qu'il y a ses petits doigts ici qui vont se déplier. Hop, il va mettre sa petite main en position un peu plus ouverte que comme elle était plus fermée, il va la mettre en position un peu plus ouverte. Et tout ça pour faire quoi? Pour venir, hop, donner des petites baffes à son père. Tac. Tac, 2 petites baffes. On voit la réaction du menton qui fait bloup bloup un petit peu. Et du coup, le père va se réveiller en sursaut. Il va avoir la tête qui fait des allers-retours comme ça, comme quand on se débarbouille un petit peu. Et ensuite, il va retourner avec des expressions, des yeux grands ouverts. Il va lui lire l'histoire d'une manière bien plus active. Et c'est intéressant de voir comment ils ont joué avec le livre aussi. J'avais déjà eu comme ça des personnages qui tiennent un livre dans leurs mains à animer. En fait, tu peux être vite limité avec un personnage qui tient un livre dans ses mains parce que t'as pas grand chose à faire avec ce livre, quoi. Tu peux juste, fermer le livre, l'ouvrir, faire des hauts bas, des gauches droite, mais tu peux pas faire tant de choses, sauf si après tu te mets à jongler avec le livre, faire des dingueries. Mais si tu restes sur une animation à peu près normale, tu peux pas faire grand chose. Donc là, c'est intéressant de voir qu'ils sont passés par les extrêmes. Voilà, ils passent par un extrême, le livre complètement, vraiment plus couvert. Le livre est presque cassé là, comme ça, et une position très haute. Et ensuite, les mains redescendent avec le livre bien droit en position normale face au lecteur. Ensuite, une petite scène d'action qu'on va aussi analyser parce qu'il y a pas mal de scènes d'action dans ce film. Bon, je vais pas toutes les faire parce que sinon la vidéo va durer très très longtemps, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Et ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est que Elastigirl a un véhicule qui est capable de se scinder en deux comme ça pour jouer avec son élasticité. Donc voilà, par exemple, elle va faire un mouvement de balancier en lançant l'arrière du véhicule. Donc voilà, chaque mouvement, on l'a déjà dit, il faut l'amener avec une anticipation. En général, quand on veut aller vers l'avant, on fait une anticipation vers l'arrière. Là, c'est un peu l'inverse. Elle va se pencher d'abord vers l'avant parce que c'est l'arrière de son véhicule qui, lui, va aller vers l'arrière pour ensuite se relancer vers l'avant. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que vous avez compris à peu près. Tout simplement pour faire ce mouvement de balancier en étendant son corps. Et une fois qu'elle a lancé ça, avec l'inertie de la lancer, elle peut se lancer l'avant de son corps ensuite. Et là, on voit que quand le véhicule atterrit, le véhicule est plus lourd qu'elle, donc c'est lui qui tombe en premier et elle est encore dans l'air, elle est encore très étendue. Donc là, elle atterrit, elle a une position un peu cassée, elle subit un peu le mouvement. Et hop, elle s'écrase sur son véhicule, il y a l'arrière qui rebondit encore. On voit qu'elle est bien déséquilibrée, il y a le véhicule qui fait des gauches-droites et son corps va à l'inverse de ces mouvements-là. Là pareil, anticipation, elle se lève pour venir donner un coup sur l'arrière de son véhicule et le faire lever comme ça. Là, elle profite de ce long moment de suspension en l'air pour prendre sa position. Je pense qu'ils ont pas mal étudié des cascadeurs, parce que voilà, chaque mouvement est quand même bien amené, bien clair, on comprend bien ce qui se passe, malgré que ça va vite et que c'est une scène d'action quand même dynamique. Elle va se baisser pour ensuite sauter. Là, elle atterrit, mais c'est pas super contrôlé, donc le bas de son véhicule qui va déraper. Donc là, les gens, ils voient juste un bas de véhicule avec des jambes, ils comprennent pas ce qui se passe. Ce qui est intéressant à souligner aussi avec Elastigirl, c'est que vous remarquerez, elle a toujours des combinaisons très lisses, elle a pas de motifs ou quoi sur elle, parce qu'en fait, quand son corps s'étend, ça serait pas esthétique s'il y avait par exemple, je sais pas, des motifs complexes à fleurs ou quoi. En s'étendant, ça serait pas esthétique du tout, ça ferait des fleurs déformées, tout ça. Donc ils ont bien pris le soin de prendre une combinaison qui est vraiment lisse, qui a une texture, une matière comme ça, qui peut être appliquée même quand elle s'étend, sans que ça soit esthétiquement pas joli. Même quand elle fait sa forme de parachute sur des formes bien larges comme ça, on voit que c'est bien lisse, bien esthétique, et donc bien sûr il faut pas de motif pour ça parce que sinon ça serait pas joli. Là, elle va s'écraser, donc là d'abord elle lève son corps pour ensuite venir s'écraser, toujours l'anticipation. Si elle passait de cette position là à une position écrasée, en fait ça serait pas hyper lisible, ça serait vraiment juste un petit écrasement sur place, on verrait pas bien. Donc là d'abord elle étend son corps, elle le met vers le haut, comme ça fait un grand haut bas bien large à l'écran et on comprend bien ce qui se passe. Voilà, hop, elle vient bien se plaquer sur le toit du véhicule. Et ouais, sur cette scène là j'ai pas trop d'autres choses à rajouter, je pense. Alors après il y a la fameuse scène de Jack et le raton laveur, c'est je pense la scène que tout le monde a retenue des Indestructibles 2. Niveau animation, il y a pas mal de choses intéressantes dans cette scène parce que bon, déjà on a l'animation d'un bébé, toujours on parle de référence, là ils ont dû prendre en référence bien sûr plein de bébés. Typiquement quand il marche c'est assez rigolo, il a pas du tout la marche d'un adulte, parce que la marche d'un adulte, quand on marche on est bien équilibré sur chaque pas, on a le corps qui accompagne bien chaque mouvement de hanche. Lui on voit que le bébé quand il avance, il lance ses jambes dans la direction qu'il veut et puis tant pis pour le reste de son corps. On voit que le haut de son corps est pas du tout équilibré sur chaque pas, qui au contraire il est un peu en chute libre au fur et à mesure qu'il avance, et qu'en fait si à son point d'arrivée il a pas un point d'accroche avec ses bras, il va juste se casser la gueule. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs, hein. Il arrive et il tombe un peu sur le raton laveur pour lui choper son morceau. Après il y a ce passage où il découvre qu'il peut tirer des lasers avec ses yeux. Là aussi c'est assez intéressant niveau animation, je me demande comment ils ont fait ça.
Je pense que l'animateur en fait il avait des cylindres qui partaient des yeux, il avait pas bien sûr les effets spéciaux finis, mais il avait déjà des cylindres qui partaient des yeux, et comme ça il voyait en fait en fonction de sa direction de regard où allaient les lasers. Donc après à savoir s'il a animé d'abord les lasers ou le raton laveur en premier, ça c'est un peu dur à savoir. Je pense que ça dépend des plans. D'ailleurs quand on regarde image par image là, on dirait presque que le raton laveur se fait couper la tête là Sur ces 3 images là, normalement t'as plus de tête frérot. Je pense qu'en réalité faut s'imaginer que le bas du raton laveur est posé sur le sol et qui fait un peu la forme de son corps passe par-dessus le laser juste comme il faut pour se sauver la vie, mais à l'image là on dirait vraiment qu'il s'est fait couper la tête, c'est marrant. Parce qu'il y a vraiment ce côté, le laser s'abat et il tranche tout sur son passage, donc on voit aussi dans la mise en scène c'est très efficace, on est vraiment au ras du sol et le bébé il est vraiment comme un monstre qui nous surplombe et qui tire des lasers avec ses yeux. On voit vraiment en fait le danger qu'il est devenu avec ce pouvoir. Il y a une belle chorégraphie sur le fait que le bébé joue avec son laser et le raton laveur l'esquive dans tous les sens. Le raton laveur tourne autour de lui, la tête du bébé qui le suit avec son corps qui est en retard. Et ensuite là le bébé va passer hors champ et on va rester fixé sur le raton laveur. Donc là du coup pour ce plan, là c'est déjà plus clair que à mon avis ils ont d'abord animé le raton laveur et ils ont adapté ensuite le laser pour le faire passer très près du raton mais sans le toucher. Ouais, là d'ailleurs on voit que quand le raton laveur saute et que le laser arrive, on voit que s'il continue sa trajectoire, il va tout simplement le couper, donc il cut le plan ici, il nous montre pas ça bien sûr. Après il y a un autre pouvoir de Jack Jack qui est assez marrant, c'est quand il devient voilà en gélatine. On voit bien la transition là, c'est en 3-4 images, c'est assez marrant. En regardant image par image, j'ai cru voir une autre erreur. Et moi sur ces 2 images, il y a cette chaise qui était dans l'air là. Elle est dans l'air, elle touche pas le sol et hop, elle touche le sol. Elle bouge pour rien hein. Le plan d'avant, il saute pas de cette chaise le raton laveur. Putain, c'est fou quand on regarde image par image, il y a des trucs comme ça qui apparaissent. Bon bref, c'est pas le sujet, excusez-moi. Ouais, donc c'est assez rigolo comment ils jouent avec le chewing-gum de ce bébé. Ils vont vraiment passer par des poses où on voit la tête du bébé, puis la tête est très déformée parce que le raton laveur met des coups de patte à travers la gélatine. Il y a toujours cette désynchronisation qui est intéressante. Là, on a le corps du raton laveur qui part en arrière, qui est déjà tout là-haut, et ensuite ses bras qui sont tout là-haut à tirer le bébé un peu de toutes parts. Voilà, il se tord dans tous les sens. On voit vraiment que le bébé est devenu complètement flasque. Il y a aucun moyen de lui faire des dégâts. Ça a dû être vraiment marrant, mais assez difficile à animer, je pense. Donc ensuite, Bob arrive à la rescousse, mais il a pas encore vu qu'il a des pouvoirs. Et là, il y a un autre pouvoir du bébé qui se réveille, c'est la démultiplication. Donc c'est bien amené ce pouvoir aussi. On voit que sa tête s'écrase d'abord pour devenir presque aussi large que 2 têtes. Pour ensuite en une image, hop, passer à réellement 2 têtes puisqu'il se démultiplie. Voilà, on voit que là quand il se démultiplie, ça fait d'abord une grosse tête puis une tête qui s'écrase. C'est vraiment, ça fait un effet de déformation un peu le temps que les 2 bébés apparaissent bien clairs. On voit qu'il profite aussi que celui-là il tombe sur l'écrasement de sa tête sur sa chute pour que hop, ils en fassent pop encore un 4ème cette fois. Et ensuite il y en a un 5ème qui apparaît ici avec cette fois un bébé qui lève la tête au ciel avec les yeux vraiment vers le haut pour bien qu'on comprenne qu'il est sorti un peu de l'arrière et qu'il est allé vers le haut comme ça. Il faut aussi souligner le timing des multiplications, c'est-à-dire que ça se passe en à peine 2 secondes. Il y a les 5 bébés qui pop et en fait c'est plus efficace de faire comme ça pour cette intention là que s'ils avaient étalé les multiplications dans le temps, s'ils avaient fait un bébé puis il avance un peu puis un autre bébé apparaît puis un autre, ça aurait fait plutôt l'intention ah ouais il se démultiplie mais quand est-ce que ça s'arrête. Là non c'est pas ça, là l'idée c'est plutôt le père est d'un coup débordé par plein de bébés qui pop, donc c'est vraiment en 2 secondes on a toutes les multiplications qui arrivent et ensuite on voit quand il y a les 5 bébés qui s'avancent vers le raton laveur, on voit qu'ils ont tous une expression bien différente. Il y a lui qui rigole, là les 3 ils sont énervés mais ils ont un énervement un peu différent dans la position. Il y en a un qui a la tête vraiment baissée en mode tueur, il y en a un qui est plutôt face au raton d'un air de défi, et il y en a un qui a la tête plutôt vers le haut comme ça. Donc ça c'est pour bien nous faire comprendre que c'est pas juste des clones bêtes et méchants, c'est vraiment 5 individus qui ont un petit peu chacun leurs intentions. Donc ensuite Bob récupère les 5, et il y a un effet un peu de tremblement pour quand ils se rassemblent aussi. Avec on voit là quand il en reste plus qu'un, il a encore sa tête qui est complètement écrasée qui va rebondir une dernière fois pour se rassembler. Elle fait vraiment comme une balle qui se déforme comme ça là. Et alors après il y a juste un truc marrant aussi avec le père là quand il réalise qu'il a des pouvoirs. Il sait pas encore qu'il en a plein, donc là il est émerveillé, sauf que du coup après il va être surpris. Voilà, le bébé va éternuer, il va faire du feu, des éclairs puis des lasers. Et c'est marrant de voir que le père passe par 3 états de peur un peu différents. Là on voit qu'il a d'abord la peur surprise avec la bouche grande ouverte comme ça. Ensuite les éclairs, hop, il va être en recul avec les dents serrées. Et ensuite les lasers, il va carrément plutôt avoir la peur à se cacher la tête dans les bras. Donc là encore une fois la même expression mais déclinée sur 3 façons différentes et ça rend le plan vraiment riche en fait. Voilà pour cette scène du bébé et du raton laveur qui est vraiment mémorable. Après petite scène d'acting qui est rigolote aussi au restaurant quand il y a Violette qui se retrouve nez à nez avec son copain parce que son père a fait exprès de l'amener dans le resto pour qu'elle voie son copain mais elle s'attendait pas à le voir ici. Et donc elle va être ultra gênée, ultra honteuse et c'est assez marrant de voir comment ils ont représenté la honte. Bon d'abord il y a ce passage où voilà d'abord elle lève les yeux et elle est en train de boire de l'eau malheureusement. Du coup elle va tout cracher. On voit toujours même dans une action rapide comme ça la désynchronisation, elle a d'abord la narine gauche qui crache de l'eau puis la narine droite. On voit que c'est pas les deux en même temps, il faut bien que ça soit un peu désynchronisé pour que ça soit joli. Et donc voilà l'expression, les 2 yeux qui partent complètement aux opposés, qui sont complètement débiles. Et ensuite à partir de là elle va se cacher le visage et elle ne va jamais regarder en fait son copain. Elle va le regarder une seule fois je crois mais c'est quand son copain n'a pas l'attention sur elle. Ouais, voilà c'est quand Flèche se présente au copain. Là elle va le regarder mais elle sait que du coup l'attention du copain n'est pas sur elle et donc elle peut le regarder sans trop de risque. Mais elle garde quand même son corps entièrement tourné
tourner à l'opposé du copain. Et ensuite elle ferme les yeux. Elle passe bien sûr par plein de stades d'énervement parce que elle en peut plus de sa famille. Et donc ensuite elle va se lever et elle ne va bien sûr jamais le regarder. Donc ouais, je trouvais ça assez marrant de voir comment la honte peut être animée dans ce plan là où c'est vraiment clair. Elle aimerait à cet instant là ne même pas exister quoi. Ce qui est d'ailleurs assez ironique avec son pouvoir d'invisibilité. Bon, je pense que la métaphore est assez évidente. Alors après on repart sur une petite scène d'action avec Elastigirl. C'est un peu Elastigirl qui monopolise toutes les scènes d'action dans ce film. Je me rappelle que c'était un peu, je trouvais ça un peu frustrant quand j'avais vu le film que ça soit pas tous les personnages. On a ça à la fin mais du coup c'est quand même principalement Elastigirl. J'ai choisi cette scène là parce que en fait elle se bat avec l'antagoniste dans une cage remplie de lumière qui clignote dans tous les sens. Donc ça pourrait être une scène qui devrait être très pénible à regarder, qui devrait être presque insupportable de par tous ces clignotements. Mais ils arrivent à rendre ça pas trop épileptique et quand même lisible. Et en fait pour faire ça, pour rendre la scène quand même supportable visuellement, ils ont fait en sorte qu'il y ait souvent des personnages qui viennent cacher comme ça une grande partie de l'écran, qui viennent occuper en fait l'écran plus que les lumières. Et ça fait que ça reste dur à regarder parce que voilà c'est le but, hein, c'est des espèces de lumières qui hypnotisent. Donc il faut qu'on soit quand même un petit peu surmené par ces lumières, qu'on se dise quand même qu'il se passe un truc pas normal. Mais voilà, on a les personnages qui sont là pour occuper l'écran et qui rendent la scène quand même lisible et supportable. Assez vite dans le combat, ils vont sortir de ce cage là bien sûr parce que le but c'est pas de tuer le spectateur non plus. Et après voilà, la scène d'action se continue ici. Et après il y a ce petit passage aussi où l'hypnotiseur va activer un pouvoir avec ses lunettes pour justement hypnotiser Elastigirl. Et là pour le coup on se prend vraiment les lumières dans la figure parce que là pour le coup c'est le but d'être à la place d'Elastigirl comme si on se faisait hypnotiser. Et donc après il va prendre la fuite. Après il y a cette autre scène d'acting aussi qui est assez forte avec Bob qui est super énervé, qui explique qu'il est un peu à bout dans sa life là en ce moment. Et ouais c'est assez fort toutes les poses qu'il prend, toutes les expressions. On voit qu'il voilà, il a des silhouettes comme ça bien marquées avec le visage bien en avant, une grande expression vraiment bien lisible. Il a vraiment une expression une grimace de gêne un peu il affiche un sourire mais on sait que c'est un sourire on ne peut plus faux avec les yeux qui sont plutôt en excuse, des yeux de tristesse un peu. Il a les mains toujours bien crispées comme ça pour montrer qu'il est vraiment sous tension. Il passe par des grands mouvements là, c'est presque des moves de ninja là ce qu'il fait. Aussi vu que c'est un personnage qui a déjà un menton énorme, ça fait qu'en fait quand il parle, quand sa tête bouge, ça fait vraiment des grandes expressions hyper larges qui prennent une grande place dans l'écran. On voit aussi quand il va tendre le doigt, il a d'abord sa main qui se casse vers le bas, puis ensuite vers le haut avec le doigt qui se prépare et enfin tac, le doigt atterrit avec le doigt qui rebondit un petit peu pour finir le mouvement. C'est ce qu'on appelle un overshoot, ça c'est les petits rebonds à la fin pour bien qu'on comprenne qu'il s'est passé un mouvement. On voit toute la richesse d'expression qu'il peut faire, même dans la colère, même dans la rage, il passe par vraiment plein d'états. C'est vraiment un acting riche et je pense que c'est un des actings les plus complexes que j'ai vu là sur ce film. Donc ouais, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Bon alors après j'ai sélectionné bien sûr une scène avec Edna Mode, la fameuse, parce qu'il faut parler d'Edna Mode quand on parle des Indestructibles. Bon Edna Mode déjà ce qui est rigolo c'est que c'est un personnage très petit, très court sur pattes, et pour vraiment souligner ça, mais déjà sa coiffure Mireille Mathieu ça aide beaucoup parce que ça fait en fait, elle a des cheveux très lisses et on voit que sur chaque pas il y a sa coiffure qui vient faire un rebond comme une méduse un petit peu, et donc ça habille vraiment ce côté tac 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 tac, elle a des petits pas et sa coiffure rebondit. Pareil, le choix de lui mettre une baguette dans la main c'est pas anodin, c'est qu'elle a des petits bras et des petites mains, chacun de ses mouvements va être bien habillé avec cette grande baguette qui va rendre ses mouvements bien plus amples et bien plus clairs. Alors après pour ce qui est de l'expression du personnage, elle a tout le temps la tête en arrière, les yeux mi-clos, vraiment une expression de dédain un petit peu. C'est un personnage très sûr d'elle, très hautaine, et donc bien sûr elle a une expression qu'elle ne va presque jamais quitter. Les rares fois où elle les quitte c'est quand elle s'excite d'un coup à propos d'un truc, et donc souvent à propos de Jack Jack, elle est très gaga de Jack Jack. Voilà, typiquement là elle va aller vers le bébé, donc là elle a une expression un peu plus, les yeux plus ouverts, tout ça. Elle quitte un peu son personnage le temps d'approcher le bébé, et là elle lâche un grand smile. Ouais, non, Edna Mode, personnage classique. Alors on va finir l'analyse par quelques scènes d'action qui arrivent à la fin du film. Là déjà le rythme de cette scène est assez intéressant, en fait les personnages sont toujours en retard par rapport aux méchants, ils arrivent à un endroit, il y a un méchant qui surgit, ils vont fuir par là, il y a ce gros personnage. On voit aussi, c'est intéressant de lui avoir mis des éclats de lumière dans les lunettes pour bien qu'on le voit, pour bien qu'on le remarque, parce que c'est un coin un petit peu sombre, c'est un peu dans la pénombre cet endroit là, donc là on le voit bien grâce à ses lunettes qui brillent. On voit le classique quand il abat ses bras et qu'il frappe, ça fait un shaky cam pour bien ressentir la puissance. Le personnage de Frozone aussi est très stylé dans ses poses, vu qu'il est très svelte, très fin, j'aime beaucoup comment ses mouvements sont hyper athlétiques. On voit que quand il s'apprête à sauter, on voit qu'ils ont abusé de l'épaule, là ils lui ont complètement cassé l'épaule elle est protubérante mais à l'excès quoi. On voit quand il s'apprête à jeter de la glace aussi, à son bras qui se casse dans un premier temps pour ensuite sa main qui va se déclencher ensuite pour lancer de la glace, et ensuite sa trajectoire est bien marquée avec il attrape le sac de flèches et ça fait une belle trajectoire quand il tire tout le monde. Là pareil, il va lancer de la glace sur lui, donc d'abord sa main est comme ça en position ouverte, elle va se fermer puis ensuite elle va se détendre, la main se ferme, le coude part en premier vers l'avant et ensuite hop il tend les deux bras pour tirer sa glace avec les mains, vraiment les doigts les plus écartés possibles, et ensuite il y a ce méchant Dagorlas là qui crache du vomi de lave. C'est marrant aussi comment ils ont fait son pouvoir avec ses mains comme ça qui font plein de petits gestes et qui montent vers le haut en fait pour bien qu'on comprenne que c'est le liquide contenu dans son ventre qui va monter vers sa bouche. On voit qu'il a là d'abord un bidon un peu gonflé, puis ensuite son bidon va devenir un peu
plus rétréci et c'est sa bouche qui va gonfler. Et après il y a cet effet là qui est vraiment chouette aussi, l'effet des portails avec Flèche qui franchit un portail mais qui se retrouve encore au même endroit. Ça je me rappelle, ça m'avait bien marqué. Et alors après, autre moment un peu plus tard dans le film, il y a lui qui va faire son pouvoir d'écrasement aussi. Ça, je voulais voir comment ça rendait image par image parce que c'est assez bien fait. On voit qu'on a vraiment le métal qui s'enfonce. Ouais, ça je sais pas trop comment ils l'ont fait. Je me demande s'ils ont fait plusieurs modélisations du tuyau métallique en mode de plus en plus enfoncé ou s'ils ont fait une seule modélisation qu'ils ont déformée à la mano et qu'ils ont animé ensuite. C'est un peu dur à dire. En tout cas, ça rend vraiment bien avec les reflets qui montrent vraiment le métal tordu quoi. Un autre trait typique du bébé, c'est les changements d'expression très soudains. Enfin, les bébés et les enfants aussi. Hein. C'est là d'abord, hop, expression de surprise, qu'est-ce que j'ai. Puis tout de suite, il passe à une expression de colère. Hop, il tape dans le truc. C'est vraiment un bébé, il passe par tous les états, mais en quelques secondes, c'est assez rigolo. Et après, voilà, dernière scène d'action. Il y a lui qui va lancer des éclairs. Là, ils ont fait un choix intéressant aussi pour montrer qu'il se fait électrocuter. On va nous montrer une image sur deux son squelette. C'est assez bien pensé, ce genre de petits effets aussi. C'est un peu en mode rayon X en fait, donc on comprend vraiment qu'il s'agit d'un truc électrique. Là, voilà, il trouve des belles mises en scène de pouvoir. Elle fait des portails pour éviter les points, mais l'autre, elle tord son poing pour quand même lui mettre. D'ailleurs, quand on regarde image par image, là, c'est vraiment marquant. On voit qu'elle lui met un coup dans la mâchoire. Il y a la mâchoire qui part et le haut de la tête est encore là. Là, ça fait une désynchronisation on ne peut plus marquer. C'est d'abord la mâchoire, puis la tête. Le corps est encore en place, puis le corps qui va commencer à suivre. Puis voilà, après ils vont battre peu à peu chaque méchant. Et niveau animation, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et nous voilà arrivés au bout de cette troisième analyse d'animation. J'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a fait bien plaisir de revoir ce film. Le premier volet des Indestructibles, c'est pour moi l'un des meilleurs films Pixar, et même si ce deuxième volet est peut-être pas au même niveau, ça fait quand même plaisir de revoir les persos, de retrouver les musiques, tout ça. Tu peux à ton tour suggérer en commentaire les prochaines œuvres dont tu aimerais avoir une analyse d'animation. Pour me soutenir, c'est simple, tu peux t'abonner à cette chaîne et aussi me suivre sur mes réseaux. On se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo un peu différente. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.